le Festival d'Avignon, c'est le rendez-vous du théâtre en France. Mais derrière l'effervescence présente, comment s'en sortent réellement les travailleuses de la branche? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode Actu des luttes de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Moi, c'est Louise, je suis photographe et vidéaste, et aujourd'hui on va revenir rapidement sur l'histoire du festival, et puis on va essayer de comprendre l'ampleur actuelle du Festival d'Avignon en chiffres, parler des compagnies, des comédiens-comédiennes, metteuses en scène, techniciens-techniciennes et de toutes les personnes qui le font vivre. Nous allons également parler des luttes qu'elles défendent et de leurs conditions de travail. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci à vous et puis je vous souhaite une très belle écoute. Un petit peu de contexte avant de commencer, on va revenir sur l'histoire du festival. Le Festival d'Avignon a été fondé en 1947 par Jean Vilar, comédien et metteur en scène. Son but, démocratiser l'art du théâtre au grand public. À cette époque, le théâtre était alors encore réservé à un public plutôt aisé et aux salles parisiennes. Invité à présenter ses créations à Avignon, il décida d'en profiter pour présenter une pièce dans la cour du Palais des Papes. Il désirait, je le cite, redonner au théâtre, à l'art collectif, un lieu autre que le huis clos, faire respirer un art qui s'étiole dans les antichambres, dans les caves, dans les salons, réconcilier enfin architecture et poésie dramatique. Fin de citation. Sa volonté de décentralisation fonctionne, le festival prend ses marques et l'année suivante, il en devient un rendez-vous. Depuis ce jour, il ne fait que s'agrandir d'année en année. Les spectacles se jouent au théâtre municipal, mais aussi et surtout en plein air, dans la cour d'honneur du Palais des Papes et le verger d'Urbain V. En 1951, Jeanne Laurent, directrice des spectacles au secrétariat d'État des Beaux-Arts, qui avait déjà aidé Jean Vilar à pouvoir jouer dans la cour du Palais des Papes, appuie pour que Jean Vilar reprenne la direction du Théâtre national populaire à Paris. Ce dernier avait été créé en 1920 par Firmin Gémier, acteur et metteur en scène, et dont le but était, et est toujours d'ailleurs, de créer un théâtre plus accessible, avec des tarifs réduits, la recherche d'un public moins habitué à voir des scènes, et afin de démocratiser cette forme d'art. Jusqu'en 1963, Jean Vilar sera donc le directeur du Festival d'Avignon, ainsi que du Théâtre national populaire, défendant ses idées. En 1963, il quitte le Théâtre national populaire pour se consacrer entièrement au Festival d'Avignon. Le Théâtre national populaire déménagera lui en 1972 à Villeurbanne d'ailleurs, et y est toujours sur la place de la mairie. De 1965 à 1968, Jean Vilar et son équipe ouvrent le festival à d'autres formes d'art comme la danse, la musique et le cinéma. C'est déjà à l'époque un festival connu à l'international et qui connaît un grand succès, la ville est toujours pleine à craquer lorsque le festival commence. En 1966, André Benedetto, auteur, propose avec sa troupe appelée la Nouvelle Compagnie d'Avignon, une pièce que la programmation du festival refuse. On rappelle qu'à cette époque-là, il n'existait que le IN, donc des grandes pièces qu'on joue dans des endroits assez majestueux dans Avignon. André Benedetto et sa troupe ne l'entendront pas de cette oreille et ils décident de la jouer tout de même dans un autre théâtre, en dehors du cadre de ce qu'on appellera plus tard le IN. En 1967, il récidive et il est rejoint par d'autres troupes pour créer une sorte de programmation alternative en dehors des murs du IN, ce qui est considéré dans l'histoire du festival comme les débuts de la partie off d'Avignon. Les personnes qui sont dans le off à cette époque-là se revendiquent, en tout cas en majorité, plus politiques, avec une organisation plus anarchiste contre les institutions, plus ancrée en tout cas dans ses valeurs et ses idées que la direction du IN. On arrive en 1968, qui est une année marquée par de grandes révoltes dans le monde entier, et en France, il y a de grandes manifestations qui sont organisées par les travailleuses, les étudiants et étudiantes, qui appellent à la grève générale. Et elles défendent des idéaux anti-autoritaristes, anticapitalistes, féministes, se positionnent contre le pouvoir en place. Cette année-là marque aussi le festival par l'interdiction de la représentation de la pièce de Gérard Gelas, qui s'appelle La paillasse aux seins nus, en marge du festival officiel. Le préfet du Gard censure la pièce à cette époque-là pour, d'après lui, risque de trouble à l'ordre public et atteinte au chef de l'État. C'était évidemment une pièce engagée et politique. Les tensions entre la direction du festival officiel et les compagnies plus revendicatives étaient déjà présentes les années précédentes.
Cette interdiction met de nouveau de l'eau sur le feu et de nombreux manifestants se retrouvent place de l'Horloge pour défendre la pièce de Gérard Gelas et remettre en question la direction qui se fera accuser de censure et de soutien aux institutions. Les manifestants et manifestantes sont rejoints par le Living Theater, c'est une troupe de théâtre expérimentale libertaire new-yorkaise créée par Judith Malina et Julianne Beck. Cette année-là, Yells avait été invité par le festival officiel, mais avait fini par se positionner contre. Les principales revendications étaient alors, et je trouve ça très intéressant, la gratuité du théâtre pour tous, pour refuser de voir le théâtre comme un bien de consommation, et la remise en cause de la censure et de l'élitisme culturel des politiques publiques. Il y a beaucoup de discussions, de débats autour de Jean Vilar à cette époque-là. J'ai pas exactement tous les tenants et les aboutissants, mais de ce que j'ai compris, Jean Vilar, ça a quand même été quelqu'un qui a fait beaucoup avancer l'histoire du théâtre et sa démocratisation en France. C'est quelqu'un qui s'est battu pour des idéaux d'accessibilité pour le public et aussi pour les travailleuses, pour le droit des compagnies à exister, à faire vivre un théâtre aussi hors des murs. Et en même temps, il avait aussi beaucoup d'angles morts et le mouvement qu'il a créé a fini par le dépasser. Et les jeunes générations ont fini aussi par lui montrer qu'on pouvait aller aussi peut-être plus loin et qu'on pouvait aller chercher encore plus de droits, qu'on pouvait avoir un art encore plus politique, défendre des causes qui tiennent à cœur aux travailleuses. Moi, si j'ai bien compris, c'est comme ça que je l'interprète. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous n'êtes pas d'accord, à prendre avec des pincettes. Cette petite phrase, c'était que mon interprétation. Je reprends le fil de mes pensées. Jean Vilar a été assez secoué par ces événements et il finit par mourir 3 ans plus tard. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'histoire du festival et il serait impossible de tout résumer ici, surtout si je vous parle ensuite de comment fonctionne le festival aujourd'hui. Déjà, je peux vous dire qu'il y a une date, par exemple, qui est importante à retenir. C'est qu'en 2003, le festival a été annulé pour la première fois de son histoire par une grève des intermittents et intermittentes, suite à une réforme de l'assurance chômage poussée notamment par le MEDEF, réduisant les droits du chômage, mais aussi du coup de l'intermittence. La mobilisation n'a pas permis de faire annuler complètement la réforme, mais elle a tout de même permis de sauver les fondamentaux de l'intermittence. Et sans ces mobilisations-là, l'intermittence n'existerait même peut-être plus aujourd'hui. Donc c'est un moment vraiment marquant. Si les grandes étapes de l'histoire du Festival d'Avignon et de ses mouvements politiques d'ailleurs vous intéressent, je peux essayer de me renseigner pour inviter une personne spécialisée qui vous parlera encore mieux de tout ça et en consacrer un épisode entier. On va passer au Festival d'Avignon aujourd'hui et on va parler de ce qu'il représente actuellement. Je vous cite un petit article de Télérama qui date du 3 juillet 2026 pour vous situer un petit peu. Aujourd'hui encore, le Festival d'Avignon et le Festival Off restent 2 entités différentes. Le Festival du IN concentre en général une quarantaine de spectacles, joués dans 14 lieux différents et attirant environ 120 000 spectateurs pendant 3 semaines. Il est public, subventionné et avec des tarifs bas, la moyenne est de 25 € par billet, et invite des artistes français et étrangers. Thiago Rodriguez est le directeur du IN depuis septembre 2022. 80% des pièces sont des créations jouées pour la première fois au festival. Le Off, lui, réunit plus de 1500 spectacles pour 1,7 million d'entrées. Plus de 250 lieux accueillent les pièces. Des théâtres reconnus à des espaces plus inhabituels comme des jardins, des cloîtres ou des cours d'école. Le prix moyen par billet est de 19,50 € en plein tarif. Au Off, on trouve des pièces très émergentes, des comédies populaires, du stand-up, mais aussi des pièces exigeantes avec des acteurs connus. D'après Chloé Zuchel, directrice de la communication du Off, c'est avant tout un espace d'émulation artistique. Fin de la citation. Aujourd'hui, la communication du festival Off est encadrée, elle, par l'association Avignon Festival et Compagnie. Donc, comme vous l'aurez compris, le IN, c'est le côté peut-être un peu plus institutionnel, théâtre de grande ampleur, on va jouer dans des grands lieux, c'est des pièces avec plus de moyens aussi, mais ça va être une programmation assez réduite, et le Off, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, c'est des pièces des fois à plus petit budget, qui jouent dans des plus petits endroits, mais il y a beaucoup de compagnies, beaucoup de pièces jouées, et finalement, le nombre de billets vendus est bien supérieur au IN. Donc le Off maintenant a pris une ampleur tellement grande qu'il a dépassé le IN depuis très longtemps en termes de fréquentation. Pour comprendre le festival, c'est aussi important de l'ancrer dans son contexte politique, que ce soit le IN ou le Off, les deux se positionnent contre un potentiel futur gouvernement d'extrême droite. Thiago Rodriguez d'ailleurs
directeur du IN, avait déjà pris la parole à ce sujet au niveau des municipalités sur France Inter. Je cite: « Je ne travaillerai pas avec un élu RN maire d'Avignon. Si on pense à la fondation du festival et à ses valeurs progressistes, républicaines, démocrates, je pense que c'est la responsabilité de n'importe quel directeur de festival d'Avignon de le faire en toute liberté et en refusant le travail avec l'extrême droite. » Fin de citation. Il défend aussi les artistes censurés, notamment par des municipalités d'extrême droite. Je le cite à nouveau. Plein d'autres, de plus en plus, sont sujets à la censure. À Avignon, ils peuvent venir, ils seront libres, ils auront toute la liberté de prendre la parole et de montrer leur drapeau. Fin de citation. Des tensions étaient déjà présentes avec le maire actuel d'Avignon d'ailleurs, Olivier Galzi, sans étiquette mais en gros soutenu par Horizon et UDI pour vous donner une idée, qui avait critiqué le festival pour ses références et ses drapeaux en soutien à la cause palestinienne. Olivier Galzi qui d'ailleurs a cette année déjà baissé de 5 à 10% les budgets des salles culturelles d'Avignon. Le théâtre étant le symbole de la ville d'Avignon, c'est vrai que c'est difficile de voir comment les prochaines années vont se dérouler avec un maire qui baisse les budgets des salles et critique le festival sur plein d'aspects. Nos festivals, comme toutes nos représentations culturelles, sont influencés par les pouvoirs politiques en place et du coup les prochaines élections seront déterminantes pour l'avenir de ces derniers. On va passer au festival en chiffres. Je vais vous partager des chiffres qui sont importants à retenir pour comprendre l'ampleur du festival. Comme on l'a vu, si le festival a vocation de décentraliser le théâtre de Paris, il a finalement fait d'Avignon sa capitale. 2026 était une année importante, elle a marqué la 80e édition du IN et la 60e du OFF. Alors qu'en est-il du festival aujourd'hui en termes de fréquentation et ainsi que pour les travailleuses ? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Je vais d'abord vous parler du OFF en chiffres. Je vous partage les chiffres de Artsena qui en ont fait tout un article. Je cite: « Lors de la conférence pré-bilan, Avignon Festival et compagnie a exposé les principaux résultats de la 60e édition du OFF d'Avignon. Le nombre de spectacles à l'affiche continue de progresser, 1812 contre 1731 l'année dernière, présentés dans 141 festivals par environ 1600 compagnies et structures de production, au lieu de 1405 en 2025. Dont 90% de françaises et 10% d'étrangères pour 27 000 levées de rideaux. S'y sont ajoutés 48 événements, le nombre de billets vendus est estimé à 1,4 million contre environ 1,6 l'année passée, ayant généré environ 22 millions de recettes. Le chiffre ici est plutôt stable. Le taux de fréquentation s'établit en moyenne à 54%. Si l'engouement pour le OFF d'Avignon ne se dément donc pas, Avignon Festival et compagnie a néanmoins tenu à rappeler la précarité financière des compagnies et des structures de production qui s'y produisent. 1531 spectacles, c'est-à-dire 81% de la programmation, ne bénéficient en effet d'aucune subvention territoriale. Une grande majorité des structures de production présentes s'autoproduisent, faute de soutien des pouvoirs publics. Cette situation souligne la fragilité économique persistante des compagnies et des structures de production et leur forte dépendance non seulement aux recettes de billetterie et surtout aux ventes de spectacles post-festival, a indiqué l'association. Fin de citation. D'après France 3, je cite, « À Avignon, le double festival IN et OFF attire aujourd'hui 300 000 spectateurs chaque mois de juillet. Un public considérable pour ce premier rendez-vous européen du théâtre et du spectacle vivant, mais plus suffisant pour assurer la viabilité des 1500 compagnies et milliers d'artistes et techniciens qui y jouent dans une des 241 salles de théâtre. » Je cite maintenant Télérama. Avec la baisse de subventions que subissent de nombreuses compagnies, beaucoup d'entre elles n'ont en effet plus les moyens de venir longtemps. 12,6% des spectacles ont été joués moins de 6 jours et 18,5% entre 6 jours et la moitié du festival. Fin de citation. D'après Artsena, les compagnies sont ainsi 58% à totaliser moins de 5 représentations en 2026-2027, contre 31 en 2025-2026. Donc les chiffres explosent hyper rapidement. On le voit, les pièces se jouent de moins en moins longtemps. Or, plus une pièce se joue longtemps, plus elle a des chances d'attirer du public, de se faire connaître, de vendre des billets, de rentrer dans ses frais. Les compagnies ont un temps extrêmement limité du coup pour être visibles. C'est d'ailleurs assez marquant de voir le festival se monter. Moi j'ai eu la bêtise de venir à Avignon une semaine avant que le festival ne commence. Super, bien joué Louise. Mais j'ai été subjuguée par le nombre en fait de colleurs et de colleuses devant l'accumulation des affiches de spectacles dans les rues, dans chaque petit recoin. Sur chaque barrière, sur chaque poteau. Les compagnies passent ensuite leur temps à tracter pour ramener du monde encore. C'est un moment fascinant en fait de voir
ces accumulations et cette effervescence dans la ville, mais en même temps je me suis dit que cette course effrénée à la visibilité devait être épuisante pour les compagnies et les travailleuses. Comment réussir en fait à se démarquer finalement dans cet amoncellement de pièces et comment réussir à faire venir des gens dans sa pièce quand il y en a des centaines d'autres qui se jouent en même temps. D'après le collectif 8, qui a été interrogé par François Paca, jouer à Avignon, c'est vraiment la possibilité pour les compagnies de diffuser leurs spectacles. C'est ça qui leur ouvre les portes, que ce soit à des tournées, mais aussi à des investisseurs. Didier Chevalier, qui est régisseur pour la compagnie Le Rideau Bleu, a dit sur France 3 « S'assurer de jouer pour quelques dates supplémentaires dans l'année devient aujourd'hui le seul espoir de rentrer dans nos frais. Avignon, c'est notre vitrine pour espérer vendre le spectacle. » Fin de citation. Pour Harold David, cette fois, délégué général de l'association qui gère le Off, la moyenne du nombre de représentations vendues chute à 4,7 pour la saison 2026-2027, contre 8,7 l'an dernier. C'est plus suffisant pour une structure sur 5, 21% des directeurs artistiques pensent dissoudre leur compagnie et abandonner leur activité dans les 3 ans à venir. Le marché de la diffusion, d'après lui, est complètement saturé. Fin de citation. En effet, on oublie souvent les frais cachés des compagnies, mais déjà les compagnies doivent se déplacer à Avignon, et elles viennent de toute la France, et elles doivent payer le transport, les logements, dont les prix explosent d'ailleurs à cette période, payer les repas, les costumes, les décors, mais pas seulement. En fait, la plupart des dépenses se font aussi en amont. Il y a l'écriture et la réadaptation du texte, la mise en scène, les castings, les résidences, les répétitions. Un spectacle, ça peut prendre plusieurs mois, voire des années à être monté, et cette partie du travail qui devrait être rémunérée et qui normalement l'est, se résume souvent en fait à du bénévolat. Les compagnies, les comédiens-comédiennes sont souvent par exemple payés seulement à la représentation et pas du tout pour tout le travail qui est en amont. D'après Véronique Lefebvre, metteuse en scène de la compagnie Le Rideau Bleu toujours, je cite, « À Avignon, il y a trop de compagnies, trop de spectacles pour assurer l'équilibre financier de tout le monde ». Elle a dit sur France 3 que c'était une opinion de plus en plus partagée au sein des artistes amateurs présents lors du festival Off. Pour la comédienne, l'avenir est peut-être de recentrer le festival sur sa proposition d'origine, celle du créateur, Jean Vilar, le théâtre pour tous, quitte à réduire les têtes d'affiche qui drainent une part importante du public. Elle dit, je cite à nouveau, « Les gens connus qui viennent jouer à Avignon, ils pourraient laisser la place à des petites compagnies moins connues comme nous. Les vedettes, elles n'ont pas besoin d'Avignon, nous, on en a besoin pour se faire voir. » Fin de la citation. Je sais pas du tout ce que pensent les syndicats de la branche là-dessus, mais c'est vrai que dans tous les cas, nos festivals, on va devoir les faire autrement. On en reparlera à la fin du podcast, mais le but c'est pas d'interdire à des compagnies non plus de pouvoir jouer, c'est trop bien qu'il y ait beaucoup de compagnies qui viennent, mais c'en est finalement pas plus soutenable pour personne. Je sais pas s'il y a des propositions par exemple de faire un festival plus long ou de faire plusieurs festivals en France et de le découper en plusieurs petits festivals. Il y a déjà d'autres festivals de théâtre connus d'ailleurs. Ce serait intéressant de voir ce qui est proposé là-dessus aussi par les travailleuses, etc. Au niveau de la production, je vais citer Artsena là-dessus. Sur le plan de la production, 70% des compagnies affirment avoir été contraintes, en l'absence de financement, de revoir à la baisse le montage de leur création. Le premier poste à en pâtir, c'est la technique. 70% évoquent une diminution des frais techniques. Puis, à égalité, les temps de répétition et le nombre de collaboratrices, hors interprètes, mentionnés par 42% des répondants. Et enfin, le nombre d'interprètes, cité à 19%. Ce dernier chiffre reflète la tendance déjà observée lors des précédentes enquêtes. Désormais, 52% des théâtres comptent seulement 1 à 3 interprètes de plateau, avec 70% des créations qui sont rabotées. C'est donc la richesse, la diversité et la qualité des productions artistiques qui vont s'en trouver affectées. Fin de citation. La conséquence, c'est donc ça, et c'est hyper criant, c'est moins d'emplois, des pertes d'intermittence, des pièces qui ne peuvent plus avoir lieu ou alors qui sont complètement modifiées à cause des manques de moyens. Et donc la proposition s'en retrouve vraiment amenuie, alors qu'on pourrait faire bien mieux, que ce soit pour la proposition artistique, mais aussi et surtout pour le bien-être des travailleuses. Je cite à nouveau Artsena, en matière de structuration, la situation est tout aussi et sinon davantage préoccupante. En cause, une diminution, voire pour certaines compagnies, une disparition des aides publiques. Au sein du panel d'études, 64% des compagnies sont accompagnées par l'État. Or, parmi celles qui bénéficient d'un soutien pluriannuel, 37% estiment que leur conventionnement ne pourra plus être reconduit. 43% des compagnies, elles, se disent concernées par des baisses de subventions des collectivités territoriales. En outre, les compagnies évaluent à 43% la diminution des sommes perçues au titre du Fonds national pour l'emploi pérenne
dans le spectacle, le fonds PEPS, entre 2025 et 2026, en raison du nouveau mode de calcul qui a fait passer le soutien moyen de l'aide à l'emploi au plateau artistique dans les salles de petite jauge de 8 465 € pour 2024 à 7 600 € pour 2025 et 5 400 € pour 2026. Pour vous expliquer un peu mieux ce que c'est exactement que le fonds PEPS, d'après Vie ouvrière, le fonds PEPS, en fait, c'est une aide unique à l'embauche au contrat à durée déterminée et indéterminée pour le spectacle. Donc en fait, c'est une aide qu'on va donner aux compagnies pour pouvoir salarier un peu plus de gens. Ça a été obtenu après des luttes des intermittents de 2014 à 2016. Certaines de ces aides ont aujourd'hui été coupées de moitié. Concrètement, ça veut dire que les compagnies qui comptaient là-dessus pour salarier correctement les artistes et techniciens et techniciennes risquent de ne plus pouvoir le faire. Et pour vous donner une idée, pour le Off d'Avignon, ça concerne au moins 10 000 personnes. Pour finir sur le fonds PEPS, d'après France 3, l'enveloppe du fonds PEPS a été réduite à la fin 2025 à 39 millions d'euros contre 60 millions auparavant. La plateforme de dépôt des dossiers de prise en charge d'une partie des coûts liés à l'emploi des artistes et des techniciens a en plus été gelée depuis janvier dernier. Fin de citation. Le délégué général de l'association qui travaille sur le off, ici à Avignon, la réduction du fonds PEPS menace la déprofessionnalisation de tout le secteur du spectacle vivant. Fin de citation. Et justement, en parlant du fonds PEPS, passons aux revendications des travailleuses. Le 13 juillet 2026, à l'appel de la CGT Spectacle et de l'intersyndicale, un rassemblement unitaire s'est rassemblé sur la place du Palais des Papes avec près de 1800 manifestants. Ensuite, une agora s'est déroulée sur le parvis du Palais des Papes, le jeudi 16 juillet au soir, pour débattre des modalités d'action, des revendications et des prochains rendez-vous. Il y a eu des prises de parole partout dans Avignon, des rassemblements, manifestations. Il y a eu des prises de parole aussi au début des spectacles. Les travailleuses ont dénoncé la baisse colossale du budget du ministère de la Culture depuis 2024, ainsi que des collectivités territoriales, la baisse des aides à l'emploi, le gel du pass culture l'année dernière, la réforme du chômage qui impacte une nouvelle fois les intermittents et intermittentes, et la fermeture de nombreux lieux en raison des baisses de subventions. D'ailleurs, on l'a vu juste au-dessus, mais en plus des baisses de subventions, la culture subit régulièrement des gels de budget. Par exemple, l'année dernière, pour le pass culture, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que l'État va geler un budget qui s'était engagé à donner pour une année précise. Donc, par exemple, début 2026, l'État va donner tant d'argent à un budget précis, mais au cours de l'année, il va décider de geler le budget pour plusieurs mois, pour différentes raisons. Et ça va faire que plein de gens ont des contrats en cours qu'ils ne pourront pas payer parce qu'ils attendaient des aides qu'ils ne touchent pas. Cette année, l'État a par exemple gelé 13% des financements qu'il s'était engagé à verser en 2026 à 28 établissements majeurs d'après le SNAP CGT. En cours d'année, les salles, les employeurs se retrouvent donc à ne plus pouvoir rémunérer leurs intermittents et intermittentes et prestataires. Il y a plusieurs opéras nationaux, par exemple, qui ont décidé de déprogrammer des pièces entières. L'Opéra de Lyon, je vous en avais parlé plusieurs fois, mais avait décidé une année de fermer pendant 2 mois. Il y a plusieurs opéras qui ont décidé cette année de travailler de façon partielle, c'est-à-dire qu'ils seront pas ouverts toute l'année non plus. Ça a des conséquences vraiment directes et impactantes, quoi. Même pour des grosses salles un peu institutionnelles connues, quoi. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce qui s'est passé avec le pass culture ou alors sur les autres sujets abordés ici, si jamais j'ai consacré plein d'anciens épisodes de podcast à ces sujets, donc je vous les mets en barre de description pour les retrouver plus facilement. Il y a aussi des solutions concrètes que poussent les syndicats. Par exemple, ce qu'on a beaucoup entendu cette année, c'était le 1% pour la culture. La culture représentant actuellement 0,7% du budget de l'État, les syndicats demandent à augmenter jusqu'à 1% le budget de la culture. Une pétition est actuellement en ligne d'ailleurs pour cette proposition. Je vous la mets en barre de description si vous voulez aller la voir la signer. Ce serait vraiment pas un gros effort à faire de la part du gouvernement et ça permettrait de faire souffler beaucoup d'organisations, de salles, ça permettrait de créer beaucoup d'emplois aussi, de sauver les intermittences qui sont en cours, mais pas que les intermittences d'ailleurs, toutes les prestations sous autres statuts des artistes et des techniciens et techniciennes de la culture. Je vous partage le constat des syndicats sur cette pétition. En tout cas, j'ai vu le Syndeac l'apporter beaucoup, la CGT Spectacle et d'autres. Voici leur constat. Les effets sont désormais concrets. Annulation ou réduction de programmation, fragilisation financière des théâtres et des compagnies, difficulté à payer les salaires et les charges, production menacée, baisse du nombre de représentations des artistes,
techniciennes et techniciens qui ne trouvent plus assez d'emplois, qui sortent de l'intermittence et se retrouvent au RSA, suppression d'emplois permanents, non-remplacement des départs à la retraite, diminution des recrutements et multiplication des situations d'épuisement professionnel. Fin de citation. D'après LE, la culture doit être soutenue car elle fait partie intégrante du paysage français, elle contribue largement au rayonnement du pays, grâce par exemple au tourisme qu'elle génère. La culture est créatrice de nombreux emplois et la fréquentation du spectacle vivant, mais aussi de la culture en général, est en hausse. Aucun territoire en France ne devrait être mis de côté, la culture doit continuer à se décentraliser. Yale défendent aussi les prix bas des billets, et c'est marrant parce que on l'a vu au début de l'épisode, mais avant les revendications c'était même les billets gratuits, donc c'est pour montrer aussi que il y a des choses qu'on défend depuis longtemps, l'accessibilité en fait du spectacle vivant et de la culture en général, et les prix bas ou la gratuité, ce n'est possible qu'avec le soutien du gouvernement et des collectivités. La culture, c'est un pilier de la démocratie, elle permet la rencontre, la discussion, le débat. Alors voici les revendications qui sont défendues par le 1% pour la culture, je cite: à l'occasion des festivals d'été, nous demandons au gouvernement un moratoire immédiat sur les réductions budgétaires touchant le spectacle vivant, la création d'une cellule de crise interministérielle chargée de coordonner l'action de l'ensemble des ministères concernés par la transversalité de la politique culturelle, donc qui elle parle de culture, éducation nationale, économie, cohésion des territoires, intérieur, tourisme, travail, la mise en place d'une conférence permanente réunissant l'État, les collectivités territoriales et les représentants du secteur, et l'ouverture d'un plan national de refinancement du service public de la culture. Voilà, ça c'était les revendications. Il y avait des questions autour du fait que est-ce que les syndicats allaient appeler à la grève générale pendant Avignon, un petit peu comme en 2003, mais finalement ils ont décidé de ne pas le faire pour plein de raisons, notamment pour ne pas précariser encore plus les compagnies qui étaient déjà là ou les travailleuses qui étaient déjà sur place. Mais par contre, Yale se sont mis d'accord pour appeler à un nouveau mouvement de grève d'ampleur à partir de septembre. Donc stay tuned, parce que je pense que ça va pas mal bouger en septembre. La direction du festival d'ailleurs a apporté son soutien au mouvement. Les mobilisations des travailleuses ont permis de remettre sur le devant de la scène les revendications des luttes culture et ont permis de visibiliser les problématiques auxquelles le secteur fait face. Si on ne fait rien, beaucoup de collègues devront arrêter leur activité l'année prochaine, d'autres l'ont déjà fait. Les syndicats appellent à un mouvement de grève d'ampleur à la rentrée, comme je vous l'ai dit, et j'ai bien aimé cette phrase de Maxime Séchaud, qui est le numéro 2 de la CGT Spectacle. Il a dit ça lors d'une mobilisation devant le Palais des Papes, je le cite: nous mettrons en œuvre tous les moyens nécessaires, possibles et inimaginables, parce que nous avons de l'imagination. J'aime trop ce genre de phrase. Merci. La situation est déjà alarmante, les tensions sont palpables, notamment à l'arrivée des élections présidentielles 2027, qui va peser lourd dans la balance pour la suite du mouvement culture, pour les travailleuses les plus minorisées notamment, et pour tous les travailleuses en général. 2027, ça peut peser dans le mauvais sens, mais aussi dans le bon sens. Et je suis persuadée qu'on peut avoir, par exemple, une LFI qui passe au deuxième tour, voire peut-être qu'il peut gagner, quoi. Même si ça fait peur, franchement, gardons espoir et venez, on donne tout, quoi. C'est trop marrant parce que je vous parle et après je reprends ma lecture parce que c'est un podcast écrit, du coup je fais des petites apartés et je sais que mon langage change. Mais voilà, c'est toujours moi. C'est toujours mes mots, mais juste à l'écrit, je parle pas pareil. Le Festival d'Avignon est un rendez-vous incontournable pour le spectacle vivant en France, mais la revalorisation du travail des petites compagnies, la juste rémunération des travailleuses sont trop souvent oubliées. C'est pourtant le sujet central pour un théâtre populaire, aux avis, aux vécus divers, pour un théâtre politique, engagé et vivant. Les prochaines années vont être décisives pour la suite, donc, que ce soit sur la soutenabilité de continuer à faire le festival l'été, par exemple, avec le réchauffement climatique, les politiques publiques et les présidentielles qui arrivent, il est nécessaire d'entendre et de porter les voix des travailleuses. Je vous invite donc à suivre les comptes des syndicats pour connaître les dernières actualités et vous tenir au courant de la possible grève qui peut arriver en septembre. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite aussi à écouter le merveilleux podcast de Mathis Grosot qui s'appelle Dramatis, qui parle donc du spectacle vivant et il a une vision très politique de la chose. Voilà, c'est quelqu'un de très à gauche qui porte des valeurs
dont il ne se cache pas, on va dire, et en plus, il est drôle. Je sais que des fois, ça peut être un peu lourd d'écouter des longs épisodes très sérieux, comme celui que j'ai fait aujourd'hui, mais Dramatis, je trouve, a beaucoup d'humour, et du coup, c'est très simple d'écouter ces épisodes, on apprend plein de choses. Enfin voilà, je vous conseille, et pour le coup, il est vraiment spécialisé en théâtre, donc voilà, si vous voulez un super podcast spécialisé sur le théâtre, je vous invite vraiment à aller découvrir celui-là. J'ai pas pu malheureusement traiter toute l'histoire du Festival d'Avignon, il y avait beaucoup plus à dire. J'ai pas pu traiter toutes les revendications des travailleuses et j'ai aussi sûrement oublié plein de choses. Et pour le coup, j'en suis désolée. C'était très difficile de réussir à condenser tout dans un épisode. J'ai essayé de prendre les faits un peu marquants, vous donner un peu les lignes principales et vous inviter ensuite à aller vous renseigner plus spécifiquement sur les choses. Donc n'hésitez pas à compléter tout ça en commentaire, en nous partageant vos témoignages, les choses que vous avez vues passer. Moi, je serais vraiment ravie de vous lire. N'hésitez pas à me dire les angles morts de cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, j'ai aussi fait, comme je vous l'ai dit, d'autres épisodes sur le pass culture, sur les revendications de la culture, etc. l'année dernière, par exemple. Et en fait, ces épisodes sont toujours complètement d'actualité, donc si jamais, n'hésitez pas à aller les écouter aussi. Je ne sais pas si Culture en lutte, par exemple, va reprendre, s'il y aura des gros mouvements d'interorga, intersyndical, etc. Mais j'espère en tout cas qu'on arrivera à sauvegarder nos droits, à en gagner de nouveaux, et qu'on arrivera à faire des luttes d'ampleur. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant de pouvoir travailler sur ce sujet. J'espère que ça aura pu vous apprendre des choses. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Ce serait une grande aide pour moi. Si jamais vous le souhaitez, le pouvez aussi, sachez que le podcast détient une page Tipeee et que tous les dons sont les bienvenus. Vous pouvez faire des dons ponctuels ou mensuels. Donc ponctuel, ça veut dire un don une seule fois, ou alors des dons mensualisés à partir de 1 euro. Et sachez que je suis un tout petit projet. J'ai actuellement 6 tipeurs et tipeuses, donc chaque euro sera vraiment le bienvenu. Pour pouvoir continuer à faire ce genre d'épisodes plus recherchés qui me prennent du temps, je suis obligée de vous demander des dons parce que sinon ce sera juste pas possible de continuer. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des dons, évidemment, ne le faites pas. Et sachez que partager le podcast ou le commenter, le liker, m'aider pour le visibiliser, c'est aussi important et ça a autant d'impact. Donc merci à vous pour toute l'aide que vous m'apportez, que ce soit un petit geste ou carrément un don, tout compte et merci beaucoup à vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. On se revoit bientôt parce que je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci à vous et à bientôt.